donc, qui est linguiste et qui travaille notamment sur la méthodologie d'enseignement de la langue portugaise. Voilà, c'est sa spécialité, qui va nous présenter une communication intitulée « Avant d'étudier une langue et de l'enseigner, reconnaissez-la ». Bonjour à tous. Et je dois remercier cette maison qui a accepté de réaliser ce séminaire. Et je remercie beaucoup ce collectif qui s'appelle Réclame pour organiser. Et bon, je vais essayer de parler français. Je ne sais pas si je vais majoriser la langue ou minoriser. On va l'analyser. Et bon, en analysant les positions prises sur les langues non officielles par les chercheurs universitaires et les intellectuels en général, on peut constater différentes manières de reconnaître ou de minoriser ces langues. Nous attirons l'attention sur la nécessité d'approches qui ne minimisent pas les langues dans la réflexion sur elles et dans l'enseignement. À cette fin, nous apportons à la discussion des exemples des positions trouvées dans des entretiens avec des professeurs d'université, dans les textes écrits dans l'université. Quand on parle de texte académique, on parle des textes écrits dans l'université avec l'objectif d'exposer des connaissances nouvelles. Et même, j'apporte quelques exemples de manifestations littéraires ou des critiques littéraires. Dans les groupes de chercheurs avec lesquels je travaille, enseignantes et étudiants de maîtrise et doctorat, on se rend compte qu'une partie importante des études sur une langue officialisée et son enseignement préfèrent étudier l'interférence des langues minorisées dans les langues officialisées. Les auteurs de ces études se comportent comme si les langues non officialisées posaient des problèmes aux langues officialisées. Ils font comme si le contraire n'existait pas. Je présente deux déclarations qu'on les trouve souvent dans le texte écrit à l'université et qui sont représentatives, de mon avis, de cette position. L'interférence des langues africaines en portugais. C'est une phrase qu'on rencontre beaucoup quand on lit des thèses des chercheurs qui cherchent l'enseignement du portugais en Mozambique, en Angola, par exemple. Et j'aime bien cet exemple car il apporte un ensemble d'éléments à analyser. Écoutez une autre fois l'interférence des langues africaines en portugais. Les mots interférence me semble un euphémisme pour dire que la langue minorisée gêne l'apprentissage et l'usage de langue officialisée. 2. Seulement la langue du colonisateur est nommée portugais et les langues africaines. Cette langue n'a pas de nom. Et 3. Les langues africaines interfèrent avec le portugais, c'est-à-dire celle d'Éthiopie, celle de Côte d'Ivoire, celle de Maroc. Vous comprenez? Les langues africaines interfèrent. Si on parle d'Angola, Mozambique, on ne parle pas de langue africaine. On parle d'un conjoint tout petit, enfin petit. Le deuxième exemple serait un peu plus raffiné, l'interférence de langue X dans l'apprentissage du portugais. Ici, exactement Xangana, de Mozambique. Mais X, peut-être Kimbundo, Xangana ou Choko. Cette information nomme la langue, mais maintient l'essence. La langue non officialisée interfère négativement avec la langue officialisée et interfère dans le sens négatif, de causer un problème.
Dans le même temps, nous avons observé que la préoccupation relative à l'influence du portugais sur les langues minorisées ou des langues officialisées quelconques sur les langues non officialisées est presque nulle, presque il n'y a pas. Et la préoccupation, c'est toujours sur les problèmes que les langues non officialisées peuvent poser à la langue officialisée. Au contraire, non, il n'y a pas. Si l'on prend par exemple des chercheurs et journalistes, que je ne veux pas les dire, qui étudient les influences du Kibundo ou des Umbundo sur le portugais angolais, nous voyons qu'il n'y a presque aucune préoccupation explicite concernant la portugaisisation, si on peut dire ces mots, de ces langues. C'est là peut-être dû à un manque de traditions de recherche reconnaissant positivement les langues locales. Un bref contraste avec les pays qui ont déjà accumulé des études sur les conflits linguistiques déclenchés par l'exercice du pouvoir, comme le Mexique par exemple, on constate que les chercheurs affirment déjà naturellement que les actions des différents gouvernements aboutissent à une castellanisation des idiomes, castellanisation forcée des langues non officialisées en raison de la suborganisation de ces langues à la langue officialisée. Comme on peut voir en plusieurs travaux des chercheurs mexicains, etc. Complètement au contraire des chercheurs qui travaillent sur l'apprentissage du portugais dans les pays qui ont officialisé les portugais. Dans notre recherche, nous espérons que la portugaisisation des langues parlées dans les pays qui ont uniquement officialisé la langue portugaise sera constatée et que des efforts seront faits dans l'enseignement des langues afin que les interférences mutuelles se produisent naturellement et ne soient pas forcées par la hiérarchisation des langues. Et que ces précautions perdurent même dans le cas de co-officialisation de langues différentes, car l'officialisation d'autres langues en elle-même, soi-même, n'est pas une garantie de non-hiérarchisation. Cela ne garantit pas non plus toujours une attention particulière à l'influence de la langue qui a plus de prestige sur l'autre qui a moins de prestige. Des recherches de maîtrise comme de Neves 2011, par exemple, montrent qu'au Timor-Leste, Timor-Oriental, qui a officialisé les langues tetum, il est possible de vérifier la hiérarchie entre celui-ci, le tetum, et la langue portugaise. D'une part, les empreintes linguistiques du portugais au tetum ont été réalisées tout au long de la colonisation portugaise et ne sont plus perçues comme une influence du portugais. Tandis que les empreintes de l'indonésien, plus récents et d'insertion plus rapide, sont encore perçus comme tels par les locuteurs. D'autre part, avec le détachement du Timor de l'Indonésie et l'officialisation du portugais et du tetum, une sorte d'officialisation de l'empreinte linguistique du portugais au tetum s'instaure. C'est comme si les empreintes de la langue portugaise vers la langue tetum étaient devenues obligatoires et que les empreintes à langue indonésienne étaient interdits. Le scénario linguistique manque de la présence d'un plus grand nombre de chercheurs et d'intellectuels qui reconnaissent les tetum ainsi que d'autres langues minorisées comme une langue capable de répondre à tous les besoins communicatifs sans l'obligation de recourir à d'autres langues pour combler leurs prétendues lacunes. On peut même dire qu'il existe également une manque de recherche reconnaissant
aussi d'autres langues comme langue de la connaissance, et pas seulement des langues et pas seulement les langues qui non sont officialisées. C'est-à-dire, ici nous avons, au Timor-Leste, nous avons les tétons et le portugais comme langue officielle. Comme au Paraguay, tenemos l'espagnol et le guarani. Ce que nous voulons, c'est que non seulement les langues qui sont officialisées, comme le guarani au Paraguay, comme les tétons et Timor-Leste, soient reconnaissent ces langues comme langues de connaissance. Mais d'autres langues qui ne sont pas officialisées aussi soient reconnues comme langue de connaissance. Mais pour rester seulement dans la langue non officialisée, pour ne pas entrer dans une discussion sur la hiérarchisation des langues de manière plus globale, on reste ici sur les langues non officialisées. Il faut que la reconnaissance des langues originaires, ou celles issues des contacts linguistiques, aille au-delà de leur utilisation dans les transmissions du folklore, comme les langues d'enseignement ou comme ressources stylistiques pour la littérature. Parce que quand on regarde ces études sur les langues, il y a quelques valorisations de cette langue, mais comme langue pour transmission de la musique, du folklore, des choses comme ça, comme langue d'enseignement, parce que les enfants arrivent à l'école, ne savent pas la langue officialisée, le prof a le droit de parler dans la langue de la communauté, mais seulement pour transmettre les contenus de discipline, pas pour enseigner vraiment cette langue. Et pour la littérature, tout le monde a le droit d'utiliser, mais comme une ressource stylistique, pas comme langue vraiment pour écrire la littérature. En raison des problèmes soulignés jusqu'ici, nous avons élargi nos études afin d'analyser des positions prises par des théoriciens de la littérature et même par les auteurs des littératures sur différentes langues non officialisées et plus des chercheurs en langue, plus que les linguistes proprement dit. Dans les analyses que nous effectuons, nous avons remarqué différentes manières dont les chercheurs reconnaissent cette langue. Dans cette conférence, je cherche donc d'attirer l'attention sur la nécessité d'approches qui n'émarginalisent pas les langues dans les études universitaires et dans l'enseignement aussi. À cette fin, seront présentées quelques positions sur différentes langues non officielles dans lesquelles nous pouvons voir différentes manières de les reconnaître par les chercheurs, mais pas toujours une reconnaissance qui encourage la recherche sur elles et favorise leur apprentissage. Nous analyserons quelques exemples de ces positions pour montrer la pertinence de réaliser des études qui identifient les manières de dire sur les langues parlées par des groupes moins puissants économiquement ou qui n'appartiennent pas aux élites intellectuelles, ainsi que la nécessité de construire des approches qui n'imaginalisent pas les langues dans la recherche et l'enseignement. Dans une étude précédente que j'ai fait avec un étudiant de doctorat, nous avons évoqué un entretien avec un professeur universitaire angolais qui déclarait ne pas connaître le Kimbundo, la langue de ses parents. Cependant, il parlait couramment ce qu'on appelle en Angola calão. Je crois que c'est plus ou moins un patois. Calão, c'est plus ou moins comme un patois. Une variété composée d'éléments du portugais et une grande partie du Kimbundo, ainsi que d'autres langues locales. Du point de vue que nous supposons, nous comprenons que le professeur d'université, puisqu'il
puisse se considérer comme un expert du Kimbundu, puisqu'il a certainement entendu de ses parents cette langue et qu'il pouvait reconnaître dans le kalan les aspects spécifiques de cette langue qui y sont incorporés. Pour donner un exemple, je peux parler à vous qui parlez français, que je parle bien le français, mais je n'ai pas le droit de dire que je ne sais pas français pour une personne qui n'a pas eu l'opportunité d'étudier français et de passer quelques jours en France. C'est pour ça que nous pensons que ce professeur universitaire qui a entendu Kimbundu de ses parents et qui parle kalan, qui est composé pour le Kimbundu aussi, il ne peut pas dire qu'il ne sait pas Kimbundu. Il ne peut pas dire pour nous, il peut dire pour ses parents. Parce que c'est sûr que ses parents parlent plus Kimbundu que lui, mais pas pour nous. Il est certes possible d'établir une échelle de connaissances de cette langue. Ses parents seraient plus compétents que lui, mais lui, par rapport au non-locuteur de Kimbundu, de cette langue, peut sans aucun doute reconnaître cette langue dans le kalan, dans le patois, et se reconnaître comme locuteur de cette langue. La non-reconnaissance de la langue de ses parents comme langue légitime signifie qu'il ne la reconnaît pas non plus dans le kalan. Il me semble que c'est une situation que la recherche et l'enseignement de Kimbundu doivent contribuer à inverser. Nous sommes confrontés à ce moment à ce que moi j'appelle image de langue. Pour moi, il existe au Brésil, par exemple, une image de ce qui est la langue portugaise, ce que la langue portugaise est, qui est enseignée à l'école et qui ne correspond pas à la langue portugaise qu'on pratique tous les jours. Et comme ça, c'est va construire une image de langue qui ne correspond pas à la langue portugaise aussi, que les étudiants parlent chez eux, chez la rue. De la même manière, un juge pour l'entretien qui sert de base à cette réflexion, il existe ici une image de ce qui est le Kimbundu et de ce qu'est le Kimbundu qui fait partie du kalan. Ou encore, cette dernière est reconnue comme un parler autonome et le Kimbundu qui la compose n'est pas reconnu comme tel. Dans d'autres situations, corroborant cette division entre images de langue, on peut entendre un citoyen angolais dire « Je ne parle pas le Kimbundu. Je parle le Kimbundu, mais le vrai Kimbundu est de la région de je ne sais pas quoi. » Parce qu'il y a toujours cette idée de langue normalisée, des langues pures. Dans le livre Rainha Ginga de Agualusa, un auteur angolais mais qui vit au Brésil, au Portugal, j'ai pris quelques extraits qui retiennent notre attention. L'histoire de cette femme considérée comme l'une des souveraines d'Angola est racontée par un prêtre brésilien qui serait son traducteur et secrétaire. Ici, je prends le risque de faire un exercice avec vous, parce que je vais lire en portugais, et vous avez des défis de rencontrer les mots qui ne sont pas portugais. E disse que mandara construir uma outra casa para mim, no local onde a primeira ardera, e que mandaria mais escravos para me servir, pois, embora eu fosse ainda muito moço, o meu espírito era o de um ancião, uma cota, um de Culundundo, como dizem os ambundos, e me tinha, por isso, em grande consideração. Quais são os mots que não são pas português?
C'est um exercício de multilinguismo. Pois, embora eu fosse ainda muito moço, o meu espírito era de um ancião, uma cota, diculundundo, como diziam os alunos. Diculundundo. Uma cota et diculundundo. Qu'est-ce que je vais montrer ici? Dans ce texte littéraire, je vais essayer de lire parce que dans cet extrait, l'auteur utilise le terme duquibundo, diculundundo et makota. Il présente l'information, comme disent nos ambundos. Nous attirons l'attention sur deux éléments. Les deux termes sont expliqués auparavant en mot portugais et les personnes sont présentées et la langue est omise. Voyez. O meu espírito era de um ancião. Le mot ancien est expliqué après. Ancien, makota ou diculundundo. Qu'est-ce que fait l'auteur de la littérature? Il écrit en portugais et le mot ancien, il fait une traduction. Il utilise le mot duquibundo, mais d'une façon qui le lecteur n'a pas de problème pour savoir qu'est-ce que c'est, parce que c'est une explication du mot ancien. Et après, il utilise une expression pour s'éloigner et pour éloigner aussi le lecteur de cette langue, comme disent les ambundos. Vous voyez? De façon que les deux mots duquibundo seulement décoratifs. Et ce n'est pas pour le style, c'est purement décoratif. Parce que je peux sauter, je n'ai pas besoin d'utiliser. Je peux dire, o meu espírito era de um ancião e me tinha por isso em grande consideração. Il ne manque pas. Oui? E dans um deuxième extrait, nessa noite, acampamos num largo areal, ou museque, como se diz em Angola, atrás da fortaleza. Qual é o mot que n'est pas portugais? Museque. C'est ça pour le travail de Carlos. Nessa noite acampamos num largo areal, ou museque, como se diz em Angola, atrás da fortaleza. Alguns homens aproximaram-se, acobertos das sombras da noite, para que as ciganas lhes dessem assim. Então, nous avons ici le mot museque, mais il est totalement expliqué. L'auteur utilise le terme museque et écrit, comme on dit en Angola. Il s'éloigne. Il n'y a aucune précision quant à la langue à laquelle appartient ce terme, ni même s'il s'agit d'un terme appartenant à une langue franca, par exemple. Un autre, à quelle période de l'Angola ce terme est utilisé, puisque au moment où se déroule le récit, l'Angola, en tant que nation, n'existait pas tel qu'il existe aujourd'hui. C'est un autre problème de toutes les narratives sur le Brésil, sur Angola. Les chercheurs écrivent quand le Portugais a arrivé au Brésil. Le Portugais n'a pas arrivé au Brésil, parce qu'il n'existait pas le Brésil. Quand le Portugais est arrivé en Angola, il n'y a pas d'Angola. Angola vient après. Et la langue, même aujourd'hui, ce n'est pas vrai que la langue portugaise est arrivée au Brésil autant que pays. Il y a des régions où, n'est-ce pas, les gens ne parlent pas portugais. Nous n'exigeons pas que les textes littéraires remplissent la fonction d'un texte scientifique, fournissant des informations plus précises sur la langue. Nous vous alertons simplement sur le fait que le lecteur peut
ne pas reconnaître la position du personnage et la considérer comme une manière autorisée de faire référence aux langues. Et notre préoccupation est liée au fait que dans les textes scientifiques, nous trouvons des positions similaires à celles présentes dans ces textes littéraires. Je reviens sur les textes littéraires parce que le texte académique, le texte du chercheur, parfois répète la même aptitude qu'il y a l'auteur de littérature. Après avoir vu deux situations distinctes, l'une dans laquelle Ukalan est accepté, puisqu'il est parlé par les professeurs universitaires, mais celui n'y reconnaît pas l'élément de Kimbundu, et l'autre dans lequel il y a une distance par rapport à toutes les langues qui a parlé dans le territoire, qui sont parlées dans le territoire aujourd'hui appelé Angola, vérifiant la position des intellectuels et des chercheurs concernant l'intercession italien-portugais produit au Brésil. Nous présenterons la lecture de textes écrits sur la production littéraire de João Bananelli, pseudonyme d'Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, un texte d'Otto Maria Carpo de 1958 et un autre d'Antonio Alcântara Machado de 1933, publié en présentation du livre A Divina Encrenca de João Bananelli. Avant de continuer, regardons l'écrit de cet auteur. Et ici, je veux aussi que vous regardez qu'est-ce que fait cet écrivain qui s'appelle João Bananelli. À votre gauche, nous avons Casimiro de Abreu, um poeta romântico. Et à votre droite, João Bananelli. Voilà. Ce que je veux ici, c'est pas comprendre le portugais, mais voir qu'est-ce que fait João Bananelli et prendre le titre du poème, Meus 8 anos, et écrit avec quelque chose d'italien ici. E mesmo que saudades que eu tenho, ele vai transformar em que saudades que eu tenho com uma maneira de écrire qui imite l'italien. Que eu estava. Brincando. Je sais pas ce que ça veut dire, mais alors. Jaune. Ça va? Vous avez compris? Non. Celui de gauche, oui, mais celui de droite, non. Oui, ben c'est vrai. Je pensais que les de droite seraient plus faciles de comprendre. Che io tenho, daqui eu gostoso tempinho, sarà che io stava un tempo inteirinho. Tout le temps. Ah, Tout le Intero. Inteirinho. Si, complet. brincando com as moecadas. En train de jouer avec les enfants jouent, en train de jouer avec les enfants. Ah, d'accord. Quand on parle moleque, on parle plus populaire. Ok. Sur les enfants. Parce qu'ici, en portugais, c'est infância. Infância, il transforme en molecada. Molecada. Qui est très très populaire. Ok. Os moleques.
Allez, on y va. Le texte de Machado de 1933 nous intéresse par 3 actions qu'il réalise sur la langue dans laquelle écrit Bananelli, que nous présentons ci-dessous par ordre d'importance pour nous. La première action, nommer la langue utilisée par l'écrivain. La deuxième importance, attribue l'utilisation de cette langue particulière au style du auteur. Et 3, établit une opposition entre l'auteur nommé et les auteurs anonymisés qui auraient tenté de faire quelque chose de similaire à celui que a fait Giovanni. Je le cite Machado. On ne peut pas dire que bien du écrivain, de cet écrivain ici, João Bananelli. Avant et après lui, beaucoup ont essayé d'écrire de la poésie et de la prose dans la langue mélangée du Brás. Brás est une ville, un arrondissement de São Paulo. Tout le monde restait très loin de l'auteur de la Divina Encrenca. Divina Encrenca, Divina Comédia, Divina Encrenca. Encrenca est quand on se dispute, quand on crée des problèmes, quand on lutte, quand on se dispute. Les Portugais macaroniques des Italiens de São Paulo avaient son grand styliste et le personnage de João Bananelli. Machado les nomme comme langage, mais il insère les modalisateurs mélangés et macaroniques. Il appelle de mélangés et de macaroniques. Macaronique, c'est très très péjoratif, créant une distance entre cette écriture et le langage elle-même. Cette distance devient encore plus grande lorsqu'on attribue la majesté de cette écriture au style et non au fait d'utiliser des éléments du langage existant, ou embryonnaire, si on veut, pour produire cette écriture et produire de la littérature. Et il dit que cette écriture de João Bananelli elle a l'importance parce qu'elle apporte à le style. Mais il ne reconnaît pas qu'il est en train de donner une écriture à un langage qui était là, qui mélange portugais et italien. Cette distinction accordée à Bananelli pour la maîtrise d'un style lui permet d'anonymiser d'autres personnes qui auraient justement essayé du phénomène. Essayer de faire quoi? De donner une écriture à un langage qui existait, mais qui Machado ne reconnaît pas. N'ayant pas la capacité de créer un style, ces autres ne sont pas nommément cités. Mais cela n'efface pas qu'ils ont également produit une écriture pour cette langue en train de se former. Qui serait-il? Qui sera les autres? C'est qui, pour être reconnus pour leur effort à écrire dans une langue parlée par une communauté, auraient besoin d'en maîtriser le style, de répondre à une certaine esthétique. Et voilà. En écrivant sur l'œuvre de João Bananelli, un auteur, Otto Maria Carpo, propose des éléments qui permettent d'observer comment la construction de l'écriture pour une langue parlée est envisagée par les intellectuels. Carpo se veut didactique, il écrit didactiquement, éclairant les meilleures manières d'envisager la langue, mais ne manque pas de reconnaître son existence, ainsi que les faits
le fait que plusieurs manières de les nommer coexistent. Notons que Carpo, il repasse lui-même l'écrivain et son écriture qualifiant, modélisant de manière de poète modeste et joyeux, et qualifiant ses écrits de drôles de dialecte italo-portugais des immigrants italiens à Sao Paulo. Drôle de dialecte italo-portugais des immigrants italiens à Sao Paulo. Il valorise, il dit que c'est joli, que c'est intéressant, parce que le style, parce que la position, mais il dit que poète modeste et joyeux, qui écrit dans un drôle de dialecte italo-portugais, des immigrants de Sao Paulo. Pourtant, à la page suivante, Carpo reconsidère, ce n'est pas du dialecte, il devient didactique. Ce mélange intentionnel de littérature, ce mélange intentionnel et littéraire de deux langues a des fins parodiques et s'appelle le macaronisme. Il va expliquer que le macaronisme est utilisé pour désigner, pas pour désigner une langue estropiée, parlée par ceux qui ne la connaissent pas bien, inclusive, il donne un exemple qui est un tel parle français macaronique. Mais il dit qu'il n'est pas exactement ça, mais aussi ce terme macaronisme indique que le vrai macaronisme est une technique littéraire. Et il admet également que l'écriture résultant de cette technique a abouti à une langue mélangée. Les Google traducteurs m'a traduit comme une langue mixte, mais ce n'est pas mixte, c'est mélangé, me semble plus péjoratif, mélangé. Et la maman, comme l'a fait Machado, il donne comme exemple l'usage qui fait Teófilo Flamingo au Moyen-Âge avec l'italien et le latin. Il va chercher les origines du macaronisme Moyen-Âge pour dire que c'est réellement une technique. Quand on dit que ça c'est une technique, efface notre foi cette proposition d'écrire une langue qui existe, qui est en train d'être construite là-bas pour les Italiens au Brésil. Toujours comme Machado, Carpo précise que Bonanera utilise la langue macaronique italo-portugaise. C'est-à-dire, il ne parle pas ni italien ni portugais, il mélange. Dans ses aveux, dans son texte de diverses manières de nommer une langue parlée entre les autres, Carpo reconnaît que les classes sociales ont chacune leur langue propre. Ainsi, illustrant bien les différentes manières d'envisager ces langues d'information, nous avons dans le texte de Carpo plusieurs manières de les nommer. Dialecte, langue macaronique, il utilise ces mots, dialecte, langue macaronique et langue proprement dite. Mais une manière spécifique de les nier comme langage possible est présentée en attribuant l'excellence de son utilisation stylistique à un raffinement littéraire et pas comme langue tout court. L'anonymisation par Machado d'autres personnes qui en auraient tenté de faire quelque chose de similaire permet d'éviter d'élever cet langage oral au niveau d'une langue acceptée en restant seulement dans les limites du littéraire lorsqu'elle parvient à s'inscrire dans des paramètres considérés comme des qualités pour les critiques littéraires. On peut dire que les deux auteurs reconnaissent l'existence de cette manifestation linguistique qu'il convient de nommer. Mais de quelle reconnaissance s'agit-il?
celui qui accepte davantage comme un outil pour art, pour littérature. Et de ce fait, nous acceptons la perspective du Boyer dans son texte L'implication du sociolinguiste périphérique sur la problématisation du concept de diglossie. Il faut admettre que la réalité linguistique est toujours assez complexe, ce que rend difficile de définir clairement quelles sont les langues en usage dans une communauté, car il y a toujours une ou plusieurs langues en construction parmi les langues utilisées par un même groupe social, quel que soit les statuts de chacune d'entre elles. Certaines de ces langues en construction vont plus loin que d'autres en fonction de leur résistance et de la force des attaques qu'elles reçoivent. Les exemples de langues qui sont comme ça sont nombreux. Jopara, c'est-à-dire espagnol guarani, portugais espagnol, francitan, français occitan, portugais, la langue portugaise parlée pour les Noirs, qui au début fut un mot péjoratif, mais qui maintenant, je ne sais pas. Il faut reconnaître ces langues ou langues embryonnaires pour les étudier et après les enseigner. Quand j'utilise le mot avant de dans le titre de ma conférence, je pense au temps, mais je pense aussi à une hiérarchisation. Surtout, il faut reconnaître l'existence de ces langues. Il est important de dire qu'il existe des mouvements qui s'y ouvrent à la connaissance des langues créées sur le territoire brésilien à partir des apports des langues immigrées. Au Brésil, la première demande de reconnaissance d'une langue construite à l'intercession d'autres a été les langues qui s'appellent italien, grâce à l'action des chercheurs et d'intellectuels de l'université, surtout de l'Université fédérale de Rio Grande do Sul et de l'Université de Caxias do Sul. À partir de 2010, par décret présidentiel, devient l'une des langues inscrites dans le patrimoine immatériel et culturel du Brésil, l'italien. Mais dessous, pas de São Paulo. São Paulo, c'est des choses comme ça, dialecte. Actuellement, le portugnol il est étudié afin d'éliminer le sens péjoratif de cette langue. On reconnaît déjà que le portugnol, c'est une langue qui est en train d'être créée, je ne sais pas. Et moi-même, j'ai la joie de diriger, d'avoir dirigé la courageuse thèse de Sheila Perina de Souza, intitulée Português, comment ça s'appelle? Noirguet. Oui. Noirguet, c'est Português. Une étude pédagogique sur les Portugais influencés par la langue africaine dans les écoles d'Angola, du Brésil et de Moçambique, dans laquelle elle aborde positivement la notion du portugais et propose son incorporation dans l'enseignement. L'idée du fond est que s'il y a la nécessité de nommer quelque chose, cette nécessité de nommer, de quelque façon, une reconnaissance qu'il existe là-bas quelques phénomènes qui créent une autre chose qu'on ne peut pas nommer comme portugais, pas comme français, pas comme... Il y a quelque chose qui nous attire pour nommer. Portugais est complètement péjoratif au début, parce que c'était le portugais que les jeunes noirs a produit. Mais aujourd'hui, au Brésil, nous reconnaissons que quasi tous les Brésiliens parlent quelque chose de portugais. Pour
terminer. Je vais utiliser une thèse de doctorat de 2023 qui répète de quelque façon la position de Carpo de 58 et de Machado de 33. C'est une recherche qui va parler justement de ces mélanges entre portugais et italien de São Paulo. Et cette thèse me semble exemplaire parce qu'il se tourne une autre fois vers le stylistique et suivre la tradition consistante de souligner l'inexistence de cette possibilité en s'appuyant sur les témoignages et en utilisant avec les compétences des concepts comme les dialectes spécifiques à la linguistique pour étayer votre argumentation. Utilisant les termes dialecte interlingua et macaronisme, l'auteur de cette thèse, il réaffirme celui que Machado a affirmé en 1933. Bien que le texte se présente comme plus scientifique, il finit pour appuyer sur ces trois concepts pour établir qu'il n'existe pas la possibilité de faire une hypothèse solide concernant l'existence d'un dialecte italo-brésilien à São Paulo. Je pense autrefois à Boyer sur l'implication du sociolinguiste parce que cet auteur de ce doctorat de 2023, il avait la possibilité de choisir entre la position de ces intellectuels de critique littéraire ou s'appuyer d'un linguiste, auteur de la linguistique, qui font un partage de positions. Les gens plus intellectualisés et moins chercheurs sont en train de dire qu'il n'y a pas un dialecte, il n'y a pas une langue italo-brésilien à São Paulo. Mais le chercheur de la linguistique, il disait que oui, nous pouvons voir ici la création d'une possibilité d'un dialecte ou d'une langue. Cet auteur de la thèse que j'analyse, il va dire, mais il manque de données, les linguistes n'ont pas de données, et le chercheur, il ne veut pas chercher des données, il ne veut pas continuer cette investigation. Il va prendre la position de critique littéraire et des témoignages de personnes qui ne sont pas chercheurs, des personnes italiens ou brésiliens qui ont passé pour les endroits où on parlait les dialectes italo-brésiliens et ils ont dit non, ici il n'y a pas un dialecte, il n'est pas italien, il n'est pas portugais, on ne sait pas, mais seulement témoins. Et comme ça, il va défendre la position qu'il n'existait et il n'existait pas. La possibilité de penser dans l'existence d'une langue qui est créée là-bas. Je me demande si ça n'est pas un choix idéologique aussi, quand il a deux chemins, mais il va choisir un chemin pour nier la création d'une langue, ça me semble idéologique aussi, mais comme un déguisage académique. Merci pour votre patience. Une question? D'abord, merci beaucoup, très, très instructif. J'ai une question, est-ce qu'on a observé des phénomènes du même type de mélange de langues avec d'autres langues européennes au Brésil, au sud du Brésil? Je pense par exemple à l'allemand, pour prendre des cas de communauté bien identifiés. Et si c'est seulement avec les Italiens, pourquoi ça serait seulement les Italiens? Non, il y en a beaucoup.
Aujourd'hui, un collègue mais qui était mon étudiant, il a fait une investigation très, très lourde dans une communauté d'immigration ukrainienne. Et là-bas, la communauté dit nous parlons ukrainien. Et l'université qui est plus proche, elle a commencé pour enseigner à l'université portugais et anglais. Et ils ont cherché des investigateurs, des chercheurs ukrainiens pour appuyer à comprendre cette langue. Les Ukrainiens, quand ils arrivent, ils ont dit non, ça n'est pas ukrainien. Et ça va. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Mais il y a beaucoup de langues et cette communauté s'appelle Prudentopolis, est le plus grand centre d'immigration ukrainienne. Ils ont musée, ils ont enseignement d'ukrainien, ils ont un périodique, un journal, où il écrit dans l'ukrainien standard, mais ils ont aussi une page écrite dans l'ukrainien de cette communauté. Il manque de recherche parce que c'est difficile de faire les gens reconnaître. Ici, il y a quelque chose. Et quand on parle au Brésil des variétés linguistiques, de respecter à l'école les variétés linguistiques, nous n'avons pas des recherches qui peuvent orienter les professeurs. Quelle est la variété linguistique de cette communauté où est l'école? On pense à une variété abstraite. Variété, c'est tout qui n'est pas standard. Mais si je suis dans une communauté qui parle kangang, et il y a le portugais, ici, il faut décrire, parce que sûrement, il y a quelque chose qui est portugais et kangang. Dans la communauté allemande, c'est allemand. Il y a une communauté allemande au Brésil, formée pour gens qui viennent de Croatie. Parce que ce sont les Allemands qui ont passé 3 générations en Croatie. Croatie devient communiste. Et les Allemands rentrent en Allemagne et après vont au Brésil. C'est-à-dire, ils parlent allemand de cette communauté et portugais, mais un allemand qui est croatisé. Oh, je ne sais pas. Il y a la richesse des créations linguagères. C'est énorme, c'est énorme. Mais les études me semblent faibles. On espère que les étudiants s'encouragent à faire des investigations comme ça et défendre qu'il existe un jeu légitime pour étudier, pour enseigner, qui ne font pas seulement la négation de ce langage que les gens parlent. Merci beaucoup.